pendant cette présentation, n'hésitez pas non plus à envoyer des petites questions sur le chat et nous recueillerons toutes vos questions à l'issue de la présentation que nous poserons donc à Sophie et à François. Alors voilà, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Un titre un petit peu énigmatique, suivez le guide, mais pourquoi? Pourquoi? Je sens que François et Vilat ont Sophie et François ont plein de choses à nous indiquer sur les nouvelles, sur les stratégies à suivre pour pouvoir développer le français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et nous aurons même le témoignage de quelqu'un du Guatemala. Mais je vous laisse donc entre les mains de Sophie et de François. C'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux. Nous allons lancer en fait le partage de l'écran et on va commenter au fur et à mesure ce rendez-vous. En effet, on est là donc pour discuter ensemble du développement d'offres de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration avec un focus sur les stratégies. Alors, partageons. Alors, vous voyez bien l'écran? C'est parfait, c'est parfait. Très bien. Alors, les objectifs de ce webinaire, il y en a trois principaux. C'est vraiment s'approprier les enjeux et la valeur du diplôme de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, échanger sur des exemples concrets de stratégies et vous permettre, à l'issue du webinaire, d'identifier des réflexes et des outils qui pourront vous être utiles. On va peut-être commencer par une petite introduction. On va revenir sur un basique. Le diplôme de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration est l'un des 4 diplômes du français des affaires. Il couvre 3 niveaux, A2, B1, B2. Son évaluation, vous le savez, est 100% numérique et il a été conçu pour être au plus proche des situations réelles de la vie professionnelle. On remarque que depuis 2019, il y a une tendance en termes d'inscription. Le nombre de candidats qui s'inscrivent au diplôme de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration évolue et augmente en fait dans le réseau des centres agréés. Et il est intéressant de mettre en résonance cette tendance avec la tendance du redressement du tourisme international qui a vraiment repris son rythme de croisière avant pandémie. Et on observe dans ce tourisme international une part croissante de touristes francophones dans le monde. Donc, un contexte plutôt favorable aux offres de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. On s'est amusé à partir de là à dresser une sorte de... Excusez-moi pour l'écho. Voilà. Si quelqu'un a son micro ouvert, peut-être l'éteindre. On s'est amusé donc à partir de cette typologie, de dresser une typologie des centres qui proposaient les diplômes de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et ça nous a permis d'en distinguer 2 grandes catégories, donc plutôt ceux qui vont proposer des formations à visée professionnelle et ceux qui proposent des formations en français langue étrangère. À partir de là, on remarque que dans la formation à visée professionnelle, on a davantage des lycées techniques et professionnels, des écoles spécialisées de type école de gestion hôtelière, des universités, dans la formation en français, donc des alliances françaises, des instituts et des centres de langue. On pourrait dire que le cas des universités est ambivalent puisqu'il peut s'agir, en termes de formation à visée professionnelle, de départements de spécialité, département de tourisme, mais ça peut être aussi un département d'histoire, par exemple, qui va fournir les rangs des futurs guides touristiques professionnels, d'une part, mais ça peut être aussi les départements de français, essentiellement littérature, culture française et francophone, qui, au sein de ces universités sont des acteurs de la formation en français et qui pourront développer une nouvelle offre qui s'intéresse peut-être prioritairement aux autres départements de spécialité de l'université, par exemple. Donc l'université est un peu, selon la perspective, dans l'une ou l'autre des catégories. Et on remarque juste aussi, parmi notamment, c'est le cas de la Corée du Sud, cela a permis à une université en fait de mettre en place une mutation
du département de français. C'était un département plutôt axé sur l'enseignement du français et de devenir davantage axé sur les études francophones en intégrant dans le cursus pédagogique des notions de marketing, etc., notamment, et de gestion financière. On va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'en fait, ça va être vraiment le plus important et on reviendra aussi sur les stratégies. On va vous partager le témoignage donc, de Jean-Paul Tarby de l'Alliance française du Guatemala. Quelques petits éléments de contexte sur cette alliance française. C'est une alliance française, ça a été la première qui a été créée donc, en Amérique centrale en 1920. Elle travaille essentiellement avec des enseignants vacataires, 30 enseignants, 1000 apprenants par an, donc plutôt en cours externe, dont 700 apprenants en cours externe, 300 en cours interne. Et c'est une alliance française qui est le seul centre agréé pour les diplômes de français professionnels au Guatemala, mais elle propose également d'autres certifications, notamment les DEF-DALF et le TCF. En complément, juste vous positionner un petit peu le cadre de la politique linguistique dans laquelle évolue l'Alliance française du Guatemala. Ça me semble intéressant quand même de le relever. La politique linguistique guatémaltèque à l'égard du français n'est pas forcément une politique favorable au développement en fait, d'offres de français spécifiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique publique, on va dire, il n'y a pas au Guatemala de parcours de formation en français pour les niveaux licence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcours pour former des professeurs de français, mais il n'y a pas non plus de politique publique pour l'enseignement du français dans les établissements scolaires. Voilà, ça c'est un petit peu le contexte. On va passer maintenant à la vidéo. Pourquoi, en fait, l'Alliance française du Guatemala a voulu développer son offre de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration et comment l'a-t-elle fait? Et elle s'est notamment appuyée sur toute une stratégie de partenariat que vous allez découvrir. D'accord. On a laissé les sous-titrages de la vidéo parce que le fond sonore est un petit peu épais, mais je pense que tout le monde pourra suivre le propos de Jean-Paul Tarby grâce à cette vidéo. Est-ce que ça fonctionne bien? Ok. Ok. Dans le cadre de notre stratégie de développement et de positionnement sur le marché de la formation en français pour les acteurs du secteur touristique, eh bien, nous nous sommes tournés vers 4 types d'organisations. Dans un premier temps, nous nous sommes tournés vers les formations universitaires diplômantes, notamment au niveau des licences de management des entreprises touristiques et hôtelières. Nous avons également créé un partenariat avec les acteurs de la sécurité touristique par le biais d'une offre de formation en français fonctionnel pour 2 groupes d'agents du contingent de la police touristique du Guatemala. Nous ciblons également chaque année depuis 3 ans les professionnels des divers secteurs liés au tourisme à qui nous proposons jusqu'au niveau A2 une formation ciblée sur les besoins en communication propre au secteur touristique. Et puis enfin, nous avons initié une concertation avec l'association des guides touristiques et le ministère du Tourisme local afin de proposer à des guides francophones un module de renforcement essentiellement focalisé sur l'amélioration de la compétence en production orale. Alors à la question pourquoi, je répondrai tout simplement parce que les données que nous avons collectées sur le secteur du tourisme au Guatemala et en particulier sur ce qu'on appelle ici le tourisme récepteur francophone, ces données démontrent qu'il s'agit d'un secteur porteur en pleine croissance, en particulier le tourisme itinérant, l'écotourisme, le tourisme lié au riche patrimoine archéologique précolombien. Par conséquent, nous avons ciblé ces organisations car nous estimons qu'elles sont en demande des compétences et des qualifications professionnelles nécessaires au maintien d'un niveau de qualité de service en phase avec le potentiel d'attractivité et de fréquentation internationale du pays. Alors rappelons qu'en 2022, d'après les statistiques officielles, les Français représentaient 13% des 123 000 visiteurs européens au Guatemala, soit un peu plus de 15 000 visiteurs. Et d'après les données consulaires, 22 000 ressortissants français ont séjourné au Guatemala en 2024, auxquels s'ajoutent d'autres flux de visiteurs francophones en provenance notamment du Canada
d'où l'intérêt de nous positionner sur ce segment. Notre approche, certes un peu systémique de ce marché de la formation linguistique pour les besoins de l'économie du tourisme, repose sur l'articulation de plusieurs composantes. Tout d'abord, la spécialisation de l'enseignement-apprentissage. En 2 mots, l'offre d'une formation faite maison, ciblée jusqu'au niveau A2, sur les besoins en communication et interaction propres au secteur touristique. Également la certification, c'est-à-dire adosser autant que possible nos formations en français du tourisme aux instruments de validation des acquis proposés par le pôle langue française de la CCIP, à travers notamment la gamme des DFP que nous proposerons cet été pour le secteur du tourisme et également des relations internationales. La labellisation également, de manière à donner de la visibilité dans une première phase à quelques établissements touristiques de la ville de la Antigua, au sein desquels travaillent des collaborateurs francophones, en leur proposant d'adhérer au label international francophone. Ici, on parle français. Et enfin, la coopération avec les professionnels français du tourisme, notamment par l'accueil ponctuel axé sur l'interculturel de groupes de touristes français par des élèves de l'Alliance française de la Antigua, en lien avec un tour opérateur français orienté vers le tourisme durable. Et puis, vous terminez la professionnalisation, c'est-à-dire que nous sommes attentifs à la manière dont les compétences linguistiques en français sont consolidées une fois le DFP en poche, puis réinvesties dans divers formats de mise en situation ou d'insertion professionnelle. Donc, tout d'abord, merci à Jean-Paul Tarby pour ce témoignage de l'Alliance française de Guatemala. Ah oui, un grand merci, une vidéo extrêmement riche et on vous invite après ce webinaire à revenir grâce au lien de diffusion sur cette vidéo et la revoir parce qu'elle est d'une richesse assez exceptionnelle et tellement encourageante quand on sait que cette alliance de Guatemala, ce n'est pas une immense alliance avec des milliers et des milliers de candidats. Ce n'est pas une structure énorme qui dispose de moyens infinis. C'est une alliance de taille moyenne, on pourrait le dire, et qui a véritablement compensé un contexte peu favorable à l'origine grâce à une vraie créativité dans sa démarche et dans ses stratégies. Tout à fait. Donc, à partir de cette remise en question, on pourrait dire même en fait qui a permis à l'Alliance française de repenser son offre de formation, on va maintenant essayer avec vous de dérouler un petit peu la stratégie et on reviendra en fait sur vos questions sur le témoignage et de façon générale sur tout ce qu'on va dérouler par la suite. Donc, si on essaie de dérouler un petit peu la stratégie, tout d'abord, on voit bien dans le témoignage qu'il y a une analyse du contexte préalable qui a été assez importante et qui a permis à l'Alliance française du Guatemala, et c'est de toute façon les différents témoignages que nous avons dans le réseau suivent cette tendance, à identifier l'opportunité de marché sur laquelle se positionner ou les opportunités en l'occurrence. C'est-à-dire que les questions qu'on va se poser dans son contexte local, c'est y a-t-il des acteurs du tourisme, y a-t-il une industrie du tourisme, industrie au sens large, des acteurs de l'économie du tourisme, y a-t-il des touristes francophones qui fréquentent cet environnement? Et puis également, on peut se poser la question de l'offre de formation, donc en formation initiale professionnelle des touristes, pardon, des professionnels du tourisme, qui vont nous permettre d'identifier les différents acteurs du monde du tourisme local et partant les types de partenariats qu'on peut nouer avec eux. Oui, tout à fait. Alors, les acteurs, ça va être de toute façon très déterminant de voir quels sont les différents acteurs. Et dans l'industrie du tourisme, ils sont assez nombreux, que ce soit des acteurs sectoriels, professionnels, que ce soit les institutions locales, les municipalités, s'intéresser aux associations, au gouvernement,
mais aussi, comme tu le mentionnes, aux établissements de formation. On va revenir un petit peu sur cet aspect de formation, mais aussi s'intéresser aux politiques qui font que ces acteurs interagissent, qui font qu'on prend en compte la part de touristes francophones ou pas. Et on verra que, par exemple, on peut très bien avoir une industrie du tourisme, enfin, en fait, des offres de formation existantes sans nécessairement avoir des touristes francophones. C'est notamment, par exemple, le cas de la Suisse, dans les cas aussi de certaines écoles qui se spécialisent en gestion hôtelière. Voilà, notamment. C'est-à-dire des écoles qui ne visent pas un marché francophone local, mais qui visent plutôt une préparation de leurs apprenants à, en quelque sorte, s'exporter vers des marchés francophones extérieurs. Voilà, tout à fait. Et en termes de politique, les 3 grandes lignes qui nous semblent aussi pertinentes à exploiter, c'est voilà, quel est le développement touristique? Quelle est la politique de développement touristique dans mon territoire? Donc territoire, ça peut être national, région, ça peut être local. La politique linguistique, en gros, quelle est la place du français et quelle place il pourrait occuper? Et quel est, d'ailleurs, c'est exactement le positionnement sur lequel travaille Jean-Paul Tarby, et la politique éducative. Quelles sont les offres de formation à l'attention des futurs professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration ou des professionnels d'ailleurs en poste. Donc ça nous ramène juste à cette question d'offres de formation. Entre autres, vas-y. On verra sur la diapo suivante que ça ne s'applique pas à une offre de formation, justement. Exactement. Alors, on va à la diapo suivante. Deuxième point, donc quand on analyse le contexte, on identifie une opportunité de marché et en gros, qu'est-ce qu'on va viser? C'est de capter de nouveaux publics. Donc, quelle cible? Comme on l'a indiqué, on a commencé à en parler précédemment, il s'agit donc, on identifie 2 types de cibles, donc les professionnels en activité et les étudiants, donc futurs professionnels dans le secteur. Ces 2 publics cibles partagent des caractéristiques. Pourquoi elles veulent suivre une formation en français du tourisme, hôtellerie, restauration et obtenir un diplôme? Pour acquérir une compétence professionnelle supplémentaire. Oui, c'est-à-dire qu'on considère bien la maîtrise du français en contexte professionnel comme une compétence professionnelle à part entière. Il s'agit d'un outil d'action professionnelle, d'une capacité à agir dans son cadre professionnel, à faire son métier et les gestes de son métier avec le français comme outil professionnel supplémentaire dans son bagage de compétences. Tout à fait. Dans ce cadre-là, le diplôme devient en fait une sorte de valorisation du parcours de la personne, une sorte aussi de passeport pour renforcer son employabilité. Oui, c'est un passeport pour entrer dans le monde professionnel lorsqu'on est étudiant, futur professionnel, ou un passeport vers la mobilité dans sa carrière lorsqu'on est déjà en activité. Voilà. Et il est intéressant aussi de noter qu'il y a eu une évolution de la tendance. Dans les années 90, beaucoup de programmes étaient davantage axés sur le public de professionnels. Et aujourd'hui, il y a une tendance émergente. Donc, il y a une carence de personnel francophone dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration qui amène à cibler donc la formation auprès de publics de futurs professionnels. Oui, on a noté ici étudiantes et étudiants. On entend largement toutes les personnes généralement jeunes qui sont dans un processus de formation, disons, initial. Donc, ça commence dès le niveau lycée professionnel, école secondaire professionnalisante. Ça concerne également les institutions de formation continue liées à un secteur et bien entendu tous les acteurs de la formation professionnelle initiale, en fait. Alors, on s'intéresse au public et du coup, ça nous amène, aux composantes de l'offre de français tourisme, hôtellerie, restauration, qui ont été en fait aussi très bien détaillées dans le témoignage que nous vous invitons donc à revisionner. C'est vrai que lorsqu'on parle d'offre de français en tant que centre de formation au français, alliance, institut, centre de langue, département universitaire, etc. Bon,
avec notre profil le plus souvent pédagogique, on pense immédiatement aux aspects de formation, programme de formation, cours, etc. Mais c'est juste une dimension possible et pas forcément indispensable de l'offre de français. Il y a également le volet certification qui est vraiment un instrument de valorisation des enseignements apprentissages. C'est même un levier de motivation, je pense, pour les participants à ces formations, les apprenantes et les apprenants. Et puis, il y a aussi tout cet aspect auquel on pense moins souvent et qui pourtant a une vraie force euh, de promotion, de motivation et de valorisation des offres de formation certifiantes que sont tout ce qu'on crée comme lien avec le monde professionnel. Et ce lien, il est pluriel, en fait. Ça peut être du parrainage, ça peut être du mentorat, ça peut être une journée découverte dans un environnement professionnel, ça peut être des rencontres. Voilà, il est vraiment très variable. Et en effet, on peut tout à fait s'amuser. Ça, c'est déjà une première stratégie. À partir du moment où on a analysé le marché, ciblé son public, défini ses orientations, voilà, on va articuler ces différentes composantes selon le public qu'on veut capter. Et ça, c'est déjà une stratégie, mais qui répond à un objectif phare. Voilà, quel public je veux capter, à qui je m'adresse et comment je vais le faire. Et c'est là-dessus qu'on avait vraiment axé aussi ce webinaire, c'était sur la question des partenariats. C'est-à-dire comment le faire, avec quel partenaire, à qui je m'adresse et pourquoi. Oui, l'idée, c'est encore une fois de s'inscrire dans l'environnement local comme un acteur de la formation en langue à visée professionnelle ou de la formation professionnelle dans sa dimension langagière, linguistique. En fait, c'est voilà, de s'inscrire dans un environnement déjà existant et de créer des liens avec toutes sortes de partenaires possibles au-dessus, de chaque côté, en dessous de notre centre de formation en langue. On s'est amusé à dresser une liste non exhaustive, mais assez importante pour montrer en fait qu'il y a beaucoup de possibilités. Évidemment, les différentes possibilités ont leur degré de pertinence en fonction des contextes. Mais par exemple, on peut, et on a vu dans le réseau, notamment donc des partenaires travailler avec des institutions locales et des municipalités dans une sorte de co-construction. On vous l'a mis ici, co-construire ou ajuster des offres de formation certifiantes, c'est-à-dire voilà, le centre qui est vraiment le spécialiste de la formation va faire son analyse, sa collecte de données, son analyse, proposer des offres de formation, mais inclure un partenaire tel qu'une institution locale, donc municipalité en l'occurrence. Ou une fédération hôtelière, par Voilà, exemple. ça c'était le cas notamment au Pérou, de les inclure juste par un jeu de va-et-vient pour les consulter sur la construction de l'offre de formation, ce qui fait qu'à la fin, en fait, on a un partenaire qui devient à la fois le prescripteur, dans le sens il admet la reconnaissance de la formation, mais en plus le promoteur de cette offre. Bien sûr. Si mon contenu de cours est en quelque sorte est visé par un partenaire professionnel de type institutionnel, il l'a visé, donc il l'a en quelque sorte validé. Ça donne un poids important à mon offre pour conquérir le public final qui m'intéresse, les apprenantes et les apprenants, parce que je bénéficie de l'aura, de la crédibilité. J'augmente ma crédibilité puisque je suis en lien avec une fédération, des pouvoirs publics, etc., qui vont donc valider mes contenus et en plus, en quelque sorte, en faire la promotion. Tout à fait, et ils peuvent intervenir dès le début d'ailleurs sur voilà, l'analyse des besoins linguistiques On peut les bien associer ciblés. à différents niveaux et avec différents degrés d'implication. L'idée, c'est de créer du lien, en fait. Tout à fait.
Ça peut être également donc de travailler avec différents acteurs. Alors, ça peut être en l'occurrence, on l'a vu aussi, donc ça c'était dans le cas donc, du Pérou avec les acteurs du secteur donc du tourisme et les groupes hôteliers pour pardon, j'arrive, créer des événements, participer à des événements et on va dire faire connaître les offres auprès de leur public. Parce qu'effectivement, on voyait 3 grandes catégories, je ne me souviens plus lesquelles 3 tu grandes avais catégories. établi comme partenariat. On avait tout ce qui concernait la conception de produits de formation, Tout à fait. tout ce qui était de l'ordre de la prescription Mhm. et tout ce qui est de l'ordre de la communication, en fait. Mhm. N'est-ce pas? Oui, Je communication, crois que dans notre promotion. préparation, tu parlais de ces 3 éléments-là. Je résume, sans les limiter, les types d'actions partenariales qu'on peut avoir avec les acteurs du secteur. Et alors, pour terminer, avant donc notre temps d'échange, voici une sorte de modélisation dont, enfin, voilà, c'est une modélisation qu'on s'est également amusé à faire à partir des stratégies qu'on a pu observer parmi donc, notre réseau de centres agréés. Pardon. On en a 3 types, les stratégies plutôt d'intégration, les stratégies qu'on a appelées d'incitation et les stratégies de créativité. Alors, ce n'est pas un modèle, ce sont des termes qu'on a utilisés de façon tout à fait pragmatique pour essayer de rendre compte de l'idée. C'est pas, voilà, c'est pas modélisant en soi. Donc, l'intégration, ça consiste à placer une formation, un programme de formation certifiant dans un environnement de formation préexistant, c'est-à-dire ajouter un programme de formation en français professionnel dans une offre de formation, de préparation à la vie professionnelle dans le monde du tourisme, par exemple. Dans une institution, typiquement, une école hôtelière qui prépare donc les apprenantes et les apprenants aux gestes professionnels, à tous les processus professionnels constitue une formation au métier du tourisme. Ajouter un volet langagier axé sur le français qui ajoute aux compétences développées par les apprenantes et les apprenants la capacité à faire tout cela qu'ils ont appris en français face, par exemple, à des publics francophones. Oui, alors aussi la stratégie d'intégration, je vais vous donner un exemple concret au Mexique. On a une université partenaire qui a intégré la formation, donc propose le tourisme, hôtellerie, restauration. Elle a un département de langue dans le cadre de son cursus donc de bachelor de licence et elle a intégré dans ce cursus de langue le diplôme de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration pour valider en fait un diplôme qui est nécessaire à l'acquisition de la licence, c'est-à-dire que c'est un prérequis. Donc d'une part, le diplôme permet donc de valider l'acquisition donc des compétences langagières, de valider et d'attester aussi de la capacité de la personne de réutiliser ses compétences à visée professionnelle dans un environnement français. Mais ça, c'est vraiment aussi la stratégie francophone, pardon. La stratégie d'intégration, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on va vendre une offre dans un ensemble déjà préconstruit. Voilà. La stratégie d'incitation, elle est peut-être plus souple, c'est plus une stratégie de long terme. Ça va être davantage pour susciter la demande de formation en créant un environnement favorable, notamment donc par le biais de partenariats, des partenariats qui sont assez souples, qui peuvent être avec un degré de souplesse aussi variable, pour parrainer l'offre, pour promouvoir l'offre, pour faire du mentorat auprès de candidats. Ça a été également fait au Mexique avec l'Alliance française au Puebla qui avait fait les passerelles vers l'entreprise pour obtenir aussi la reconnaissance des diplômes. Là, c'est vraiment en parallèle créer ce contexte favorable. Oui, et ça, c'est quelque chose qui se construit aussi au moment où on fait son analyse de l'existant autour de soi, du secteur, par exemple, du tourisme autour de soi. C'est-à-dire qu'on va chercher des données pour pouvoir les analyser, établir les profils qui nous intéressent. Ça nous met en contact avec des fédérations, avec des ministères, avec des instituts qui peuvent fournir de la donnée en termes et qui
les données qu'on va analyser pour établir les besoins de formation possibles ou potentiels. Ce travail d'enquête de terrain est l'occasion de nouer des premiers contacts avec les différents acteurs du secteur. Ouais. Contacts qu'on va ensuite faire perdurer et développer avec différents types d'actions pour garder toujours ce contact, encore une fois, créer du lien, être connu dans le paysage de la formation professionnelle en tant qu'intervenant potentiel sur les aspects langagiers. Tout à fait. Et on voit par exemple dans le cas de l'Alliance française du Guatemala, dans le témoignage, qu'il y a vraiment eu cette stratégie d'incitation en créant donc des partenariats assez diversifiés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comment cette stratégie peut avoir un impact sur l'évolution même du centre en question ou du département de français quand c'est une université ou de l'Alliance française dans la remodélisation de son offre de formation. Oui. Et je pense que tu as noté ce terme un peu générique de créativité. Oui. Pour mettre en évidence ce mot-clé là dont tu parles, d'agilité. C'est-à-dire que il faut que ce soit bien entendu réfléchi, basé sur des observations de terrain quantifiées, etc. Donc, ça repose sur une véritable analyse. C'est très sérieux comme démarche et assez profond. Mais pour mettre en place les stratégies, là, tout est ouvert et on peut faire preuve de beaucoup de créativité. On n'est pas du tout obligé de s'enfermer dans des modalités de formation préétablies. On peut commencer avec des actions de formation certifiantes ou pas certifiantes de petite envergure. On peut commencer peut-être avec des ateliers très très courts qui visent une population très circonscrite et qui développe des compétences de communication immédiatement utilisables dans une seule situation. Par exemple, je ne sais pas, l'accueil du tourisme derrière le comptoir de l'hôtel ou l'accueil du touriste francophone dans son restaurant. Mm-hmm. Et en additionnant ces différentes situations professionnelles, on finit par couvrir, au bout de 5, 6, 7 ateliers, tous les contenus attendus, par exemple, pour un diplôme de français A2. Et en tout cas, commencer sur des actions bien ciblées, mais pas forcément de grande envergure, associées avec d'autres actions, encore une fois, on commence petit, mais on multiplie les niveaux d'intervention, les partenaires, le type d'intervention pour commencer à construire et développer une présence dans le secteur qui soit de plus en plus connue et reconnue. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le temps long, le temps de l'analyse est en fait le temps le plus important de la collecte de données, en s'appuyant sur des données consulaires, des ambassades ministérielles, ou d'organisations internationales. Enfin, voilà, ça, ce temps de l'analyse, ce temps de, comme on disait, observer les formations existantes, l'industrie du tourisme, la part de touristes francophones, comment tout cela fonctionne, quelles sont les offres de formation à la fois dans le secteur, à la fois en langue. Tout ce temps va permettre d'identifier des sortes de publics qu'on pourrait appeler, on avait volontairement un peu provoqué le trait en le disant captif, dans le sens, oui, pour eux, la proposition que vous allez faire, elle a une utilité, elle a un sens et ils vont y répondre. Et quand on parle, effectivement, après, chacun, donc, dans son secteur, donc, que ce soit une université, etc., chacun a ses leviers à mettre en place pour donc créer des offres très souples, tester, tenter, mais le temps long, c'est l'analyse. Voilà. On va peut-être arrêter maintenant la présentation pour vraiment avoir un temps d'échange avec vous. Merci d'avoir écouté jusqu'à présent. Merci beaucoup et à tout de suite pour les questions-réponses. Voilà. Merci à tous les deux de cette présentation fort instructive. Je pense que tous nos spectateurs pourront la réécouter en rediffusion parce qu'elle était effectivement très dense, beaucoup d'exemples. Alors, j'ai une première question d'Yves Romani.
qui indique intégrer une offre de formation certifiante dans un ensemble de formations. Mais s'il s'agit d'un certificat ou d'un diplôme, j'avais cru comprendre qu'il s'agissait du diplôme de la CCI et non de certificat. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît? Oui, quand on parle de certification, on parle de tout instrument de type test ou diplôme qui valide des contenus de formation, des contenus d'apprentissage, généralement en amont. La certification en français professionnel proposée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, ce sont les diplômes de français professionnel. Bon, ces diplômes ont une vocation, j'allais dire, internationale. Ils visent tout public dont le français n'est pas la langue maternelle, qui est susceptible d'avoir à travailler avec des interlocuteurs, des interlocutrices francophones. Dans le cadre du tourisme, hôtellerie, restauration, on a sélectionné des situations de communication transversales, mais qui sont celles où le ou la professionnelle du tourisme est en interaction orale, écrite, avec un client. L'interlocuteur francophone de notre professionnel du tourisme, c'est un touriste, une touriste, un groupe de touristes francophones. Voilà. Voilà, et en fait, quand on a utilisé ce terme de certification, c'était un terme générique, mais évidemment, donc le diplôme de français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration reste en fait, en gros, pour le candidat, un indicateur, enfin voilà, un passeport pour renforcer son employabilité. Pour le centre, un indicateur de qualité, donc offre de formation et diplôme. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est cet alignement qu'il y a avec l'existence du diplôme et un critère de performance. Voilà, c'est comme ça qu'on le voyait aussi. Un document qui montre toutes les compétences dans ce domaine, en tout cas. Alors, je crois que Thierry Coupé avait une question. Il a levé la main. Je vous en prie, Thierry, allez-y. Merci, Anne. Bonjour à tous. Alors, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage. Oui. Vous avez mis en avant, effectivement, cette vidéo de Antigua. Il se trouve que nous sommes en relation d'affaires depuis peu, Alliance française Bretagne et l'Alliance française guatémaltèque. Nous allons recevoir sans doute des apprenants à Saint-Malo, en Bretagne, cet été. Donc, comme quoi l'AF Antigua est déjà sur les rails. Enfin, nous le sommes déjà depuis longtemps parce que la Bretagne, comme vous le savez, c'est une des régions les plus touristiques de France. Donc, c'est un axe de développement important en dehors de des traditionnels cours de FLE que nous donnons à toutes sortes de publics. Mais c'est vrai que nous recevons énormément de touristes qui viennent en individuel, par exemple, pour effectivement s'intéresser à la culture bretonne, à la gastronomie bretonne, ce qui n'est pas rien. Et puis voilà, quoi. Donc c'était juste un témoignage. Le diplôme en soi, nous, on le fait pas passer, mais je suis extrêmement intéressé, effectivement, à entrer ce diplôme dans notre comment dirais-je, dans notre catégorie de savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage. Ouais. Oui. En fait, on peut considérer dans votre cas que l'offre de diplôme serait un service complémentaire que vous apportez au public qui fréquente votre établissement. Complètement. Et c'est ce qui va nous permettre peut-être d'approcher des prospects qu'on a du mal à approcher parce que si on ne leur vend pas à minima une sanction, entre guillemets, de l'apprentissage, ça ne les intéresse pas. On a beaucoup de restaurateurs et d'hôteliers qui se tournent, pour des raisons financières également, il faut le savoir, plutôt vers des gens, des individuels qui donnent des cours gratuits. Je n'en nommerai pas, mais je veux dire, ce n'est pas des cours de FLE professionnels, en tout cas, du FOSS, comme nous on l'appelle. Voilà, donc on essaie de se différencier. Mais c'est vrai que le diplôme, c'est quand même un plus par rapport à ce qui peut se faire ailleurs gratuitement et bénévolement. Tout à fait. Et je conclus juste en lien avec ce que vous dites, en rappelant des mots-clés du témoignage, spécialisé par la formation, certifié, diplômé dans cette offre, spécialisé, certifié,
cette notion de label, bon, ça, c'est chacun décide ou pas de créer sa petite marque par rapport à son produit. Ou Mais ou de Après, s'associer à une marque déjà existante, oui, puisque exactement, ce qui est en dans le l'occurrence, témoignage. c'est un label extérieur à l'Alliance Tout à auquel fait. il s'associe et sur lequel il va surfer en quelque sorte et pour valoriser son intervention. Oui, Oui. Et enfin, ouais, ce lien avec le monde professionnel. Voilà, mais c'était absolument. pour revenir sur cette spécialisation certification. Merci Merci pour votre beaucoup. témoignage. Merci Thierry, merci Sophie, merci François. Alors, je vais d'abord lire la petite question de Frédéric Kiran avant de passer la parole à Delphine. Alors, Frédéric se pose la question de savoir si c'est vraiment pertinent de certifier un niveau A2. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas encourager des B1 et même des B2? Oui. L'objectif, notre objectif, il y a toujours une tension dans la création des diplômes que nous faisons, savoir, OK, on a besoin, parce que c'est de notoriété maintenant presque universelle, d'associer un diplôme à un niveau du cadre européen commun de référence pour les langues, A2, B1, B2. Et la question qu'on se pose, c'est d'une part, à partir de quel niveau de compétence peut-on accéder, grâce au français, à des tâches professionnelles pertinentes? Et d'un autre côté, et c'est là qu'il y a tension, nos diplômes veulent également être un moyen de valoriser des parcours de formation. Et beaucoup de parcours de formation proposés dans des centres de langue, dans des alliances, dans des instituts, commencent et s'adressent à des apprenantes et des apprenants de niveau débutant. Donc, d'une part, on aurait intérêt à proposer des diplômes de niveau le plus élémentaire possible. Et puis, d'autre part, il faut que nos diplômes correspondent réellement à des choses qu'on fait dans son métier lié au tourisme, par exemple, en l'occurrence, dans la vie réelle. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a identifié le niveau A2 comme un premier niveau de compétence générale en langue qui, appliqué au contexte professionnel, permet de réaliser un certain nombre de tâches classiques, hein, d'accueil, d'orientation des publics touristiques dans le contexte vraiment de tourisme, dans le contexte de l'hôtellerie ou de la restauration. C'est-à-dire qu'on peut, je vous invite à aller un peu décortiquer les contenus correspondant aux différentes activités proposées dans chacun des diplômes pour voir et constater et vous faire votre opinion sur le type de tâches professionnelles qui correspondent aux activités des diplômes et de considérer si cela répond à un besoin et à une capacité à agir de vos publics potentiels. Mais dès le A2, oui, franchement, pour nous, dès le A2 en français du tourisme, on peut prendre en charge un certain nombre de besoins de nos publics touristiques. Donc, en gros, en fait, François, toi, tu invites à déplacer un peu le regard et en fait, c'est une vision assez marketing, c'est-à-dire du point de vue en fait du bénéficiaire ou du candidat. Qu'est-ce que ça peut apporter? Donc déjà, il y a aussi des éléments à prendre en compte. Parfois, il y a la culture locale, parce que c'est une culture de certification. Donc là, ça peut tout à fait se justifier de mettre en place une certification dès des niveaux assez, on va dire, élémentaires. Merci. Voilà. Et qu'est-ce que ça apporte pour le candidat? C'est de son point de vue. Et je pense que là, déjà, il y aura une réponse. Et effectivement, souvent, nous, les retours qu'on a, c'est la valorisation du parcours de formation. Et aussi, pour certains, c'est un peu déstressé. Et quand ils vont arriver au B1, ils sont déjà préparés à avoir fait le A1, enfin le A2 en l'occurrence, et ils arrivent et ils sont prêts. Et on a, et je me permets juste de conclure là-dessus, en Suisse notamment, on a eu une école de gestion hôtelière qui, elle, a continué sur le niveau affaires. Donc, en fait, on peut aussi jouer sur la complémentarité des gammes, des différents diplômes que l'on propose pour permettre au candidat d'atteindre son objectif à lui. Oui. Voilà. En l'occurrence, cette école de gestion hôtelière, elle forme au métier de l'accueil, de la salle, etc. Mais elle forme aussi jusqu'au management d'établissements touristiques. Et on s'aperçoit que les tâches professionnelles qui, à l'origine, sont clairement identifiées tourisme, hôtellerie, restauration,
lorsqu'on c'est pas une question de monter, lorsqu'on développe des métiers qui sont des métiers de management, là, on rentre dans un domaine qui est plutôt celui du business, des affaires. Donc, là, c'est aussi cette souplesse que les centres ont, hein. Ils choisissent de développer tel ou tel diplôme, de proposer tel ou tel diplôme. Ce qui compte, c'est que l'offre soit pertinente par rapport, et tu viens de le souligner, aux besoins du public qu'on cherche à convaincre. Ça intéresse l'apprenante, l'apprenant de commencer bas, et ça intéresse le futur employeur, la fédération hôtelière, enfin le partenaire institutionnel éventuellement, de savoir ce que les titulaires du diplôme sont capables de faire au quotidien dans leur métier. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement ouvert et comment dirais, transparent sur les tâches auxquelles correspondent les activités des diplômes qu'on propose. Parfait, très clair. Merci beaucoup. Merci Sophie, merci François. Alors, je vais passer la parole à Delphine maintenant. Delphine, c'est à vous. Merci, bonjour Anne, merci à Sophie et à François pour cet exposé très structurant. Moi, je vous contacte de Yaoundé au Cameroun et en ce moment, le SCAC IFC mène une réflexion sur comment se positionner sur le marché justement de cette offre des diplômes DFP à travers les formations qui sont proposées. Et ma question, elle est construite autour du format et de la bonne formule de pénétration de nos futurs partenaires, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient des acteurs dans le privé. Est-ce que pour vous, le plus évident, c'est que le poste mène cette première mise en relation ou alors déjà au niveau des premières prises de rendez-vous, des premières présentations, le français des affaires peut aider? Est-ce qu'on co-construit les éléments de langage pour les premières mises en relation, ou alors est-ce que vous pensez que le poste peut avancer jusqu'à un certain niveau et ensuite se tourner vers le français des affaires pour un appui stratégique, puisqu'il s'agit de sonder le terrain. Nous en sommes encore aux prémices, sonder le terrain, sonder les besoins, ainsi de suite. Voilà, ça c'était ma préoccupation. Merci Anne. Merci Delphine pour cette question. Alors bon, il y a beaucoup de, c'est riche. Il pourrait y avoir en fait vraiment beaucoup de réponses. Je pense en fait déjà de façon très pragmatique au Français des Affaires. Donc nous sommes différents départements. Le département innovation pédagogique que François représente aujourd'hui, le département opérationnel et le département développement. Dans le département développement, donc, nous sommes 3 collègues et vous avez donc une personne référente, en l'occurrence c'est Laetitia Edengren, qui peut vraiment déjà travailler avec vous et échanger sur votre projet de développement. Parce qu'en fait, la stratégie, il n'y a pas la formule vraiment préidentifiée à ce niveau-là. Ça dépend qui est le porteur du projet, hein, si c'est un centre privé, si c'est une alliance française, enfin voilà, ça peut dépendre de pas mal de critères. La stratégie, je pense qu'il faut déjà en discuter avec votre référent dans votre contexte pour pouvoir vous accompagner. Après, le degré de collaboration et d'implication du Français des Affaires aussi peut tout à fait être discuté. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui existent sur notre site web. Donc, bon, déjà, quand on est centre partenaire, on a accès à tout notre kit de communication. Sur le site aussi web du Français des Affaires, on a vraiment un certain nombre d'éléments de langage pour promouvoir le français professionnel, les certifications, bon, les diplômes, et on emploie de façon générique les certifications, et aussi tous les aspects donc, de formation. Donc ça, c'est des éléments importants. Et enfin, on a, je vous renvoie voilà, vers un dernier élément, c'est les clés du français professionnel. Donc ça, c'est tout un dispositif qui avait été créé en partenariat avec l'Institut français de Paris et pour définir
un axe stratégique en français professionnel. Et les clés du français pro donc, sont articulées autour de 4 étapes. La première étape, donc c'est vraiment, et je pense qu'on a bien insisté, c'est l'analyse du contexte, et ça sera, je pense, pour vous très important dans le cadre de votre projet, analyse des contextes des acteurs locaux et des besoins. Ensuite, ça permet de définir les orientations pour commencer à faire le schéma global d'une offre en français, donc du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration en l'occurrence, mais ça peut être sur toutes les autres offres. La troisième étape, c'est le besoin de monter en compétence des équipes. Alors là aussi, on pense souvent équipe pédagogique, mes profs sont formés, c'est bon, c'est parti, j'y vais. Non, en fait, une institution est composée d'une multiplicité d'acteurs. Il y a des personnes qui sont en contact direct avec les candidats, qu'on appelle parfois chargés de clientèle ou réceptionnistes ou je ne sais pas, ça dépend des centres. Voilà, il faut qu'elles aient le même degré d'information. Il y a également toutes les équipes administratives. Enfin, c'est vraiment on va dire que c'est une montée en compétences collective de l'institution. Et enfin, la quatrième étape, c'est toute la partie promotion. Et en général, on aime bien s'engouffrer directement dans l'offre et la promotion. Voilà, et ça, c'est celle qui viendra à la fin. Tout ça pour vous dire qu'il y a ces outils où on vous renverra le lien. Première étape, échanger, je pense, avec le référent du développement pour le Cameroun sur ces questions-là parce que plusieurs possibilités sont possibles. En fait, oui. Voilà. Chaque situation est unique, en fait. Et chaque institution demanderesse, que ce soit une alliance, un institut, un centre de langue, un département universitaire, voilà, a un contexte tout à fait spécifique. Notre objectif, là, n'était pas de vous donner une recette à appliquer qui marche à tous les coups, simplement d'ouvrir les perspectives, de vous convaincre qu'un travail foncier d'analyse du terrain, plus toute votre imagination pédagogique, mais également marketing, j'allais dire presque même politique au sens de lien avec la société qui vous entoure, c'est ça qui va créer votre solution et votre offre en français professionnel. Et juste, je conclue là-dessus. Voilà. En fait, dans cette analyse, c'est aussi intéressant de se questionner sur comment je suis perçue en local par les différents acteurs. Parce que là, ça peut aussi être une piste de réponse qui va commencer à émerger. Est-ce que c'est plutôt au poste? Est-ce que c'est plutôt à l'Alliance? Est-ce que c'est plutôt à l'Institut? Qui doit, en fait, qui sera le plus pertinent pour pouvoir atteindre tel ou tel partenaire? Voilà. Parfait, merci. Merci pour toutes ces précisions. Je vais passer la parole à nouveau à Frédéric, hein. C'est Frédéric qui demandait des précisions sur le niveau A2 et B1. Donc, Frédéric, c'est à vous. Vous vouliez peut-être compléter votre question. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, je me souviens bien de la formation qu'on avait eue ensemble à Expool et je me disais qu'à niveau A2, c'est vraiment un minimum. Et est-ce que le risque, c'est pas de se sentir finalement piégé parce que très très vite, on va être dépassé par une situation. Et donc, perdre de la confiance, perdre de la motivation et finalement, surtout dans le domaine du tourisme, et je pense qu'encore plus, la conversation, elle vient très très vite et ça peut monter très très vite, très haut. Donner une indication, tourner à droite, tourner à gauche, ça va être simple, mais dès qu'on va être sur une situation plus complexe, on est tout de suite dépassé. C'est pour ça que je me disais, à un niveau B1, est-ce que on n'a pas un peu plus d'outils quand même? Est-ce qu'on va pas être moins démoralisé ou se sentir plus en confiance? Tout à fait. Voilà. Absolument. On a bien une offre qui couvre le niveau A2 en entrée. On a un diplôme de niveau B1 également, et on a un diplôme de niveau B2 qui est celui qui va intéresser, par exemple, les guides de tourisme. Donc, on a une gradation dans la polyvalence des compétences langagières, dans leur précision et dans leur capacité à gérer l'imprévu en vérité. C'est ce qui va distinguer progressivement un niveau A2 où là, effectivement, le locuteur, le professionnel francophone A2, bon, il est capable de prendre en charge un certain nombre de situations classiques, prévisibles. Si, bien entendu, la situation évolue vers quelque chose d'imprévisible ou qui requiert plus de précision, notre
notre professionnel ne va plus être capable à son niveau A2, voilà, de continuer d'échanger avec son touriste francophone. Mais ce n'est pas, enfin comment dirais-je, j'allais dire, si c'est très clairement présenté à l'initiale à l'apprenant en disant voilà le genre de choses que vous êtes capable de prendre en charge, donc voilà le genre de situation que vous n'êtes pas encore capable de prendre en charge, on passe à une forme de contrat, mais cette personne, enfin, la vie quotidienne, c'est généralement des choses classiques, attendues, prévisibles, et puis de temps en temps, il se passe des choses imprévues. Dans une perspective par escalier, on peut imaginer de toucher un plus large public avec un niveau de compétence moindre et qui permettra de traiter une majorité de situations et puis de développer des professionnels qui sont capables de prendre en charge des situations de plus en plus comment dirais-je, inattendues, de plus en plus exigeantes en termes de flexibilité. Et l'exemple que vous donniez, effectivement, je pense à un guide de tourisme, quelqu'un qui va accompagner un groupe pendant une semaine, par exemple, sur un circuit. Lui, il a besoin d'un niveau de compétence bien plus élevé, effectivement, parce qu'il va nécessairement se retrouver face à des situations des situations moins prévisibles. En tout cas, il doit avoir une palette de réactions beaucoup plus large. Et ça requiert, et ça correspond à un niveau de compétence, oui, de niveau probablement B2 au moins. Donc, pour ça, cette différente offre, et puis après, à chaque institution, à chaque enseignant, de décider quel est le niveau qui lui semble le plus pertinent au vu des besoins du public et au vu des attentes du secteur professionnel local par rapport au niveau de compétences à atteindre, évidemment. Oui, vous avez parfaitement raison, Frédéric. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait, merci François, merci Frédéric, merci Sophie. Alors j'ai Anna qui a levé la main également. Anna, c'est à vous. Bonjour, Anna Daquin du Ciel de Strasbourg, Chambre de commerce. Par rapport à des centres qui sont en France, hein, comme mon collègue je vous appelle mon collègue de l'Alliance française de Bretagne, Saint-Malo, quelle spécificité mettre en avant justement pour attirer ces publics? Parce que nous, la stratégie et l'analyse, elle va être forcément très différente. Est-ce qu'on doit plutôt mettre en avant le côté immersif ou si vous avez des conseils par rapport à ça pour toute l'étude des besoins? Alors, moi, j'aurais tendance, mais c'est pas pour botter en touche, mais c'est aussi déjà, connaître davantage, dans mon cas, ça serait plus de connaître votre établissement, savoir ce que vous proposez, comment vous positionnez, si vous avez des offres de formation. C'est aussi, j'aurais tendance à dire dans cette analyse des besoins, identifier, je pense, les acteurs donc, de la formation peut être aussi très important dans le domaine. Est-ce que la compétence plurilingue serait pas aussi le positionnement, le fait d'avoir une compétence professionnelle plurilingue, en fait, hein, je ne sais pas si ça c'est... Enfin, moi, je le verrais dans ce cadre-là. Je ne sais pas si tu... En fait, oui, c'est vrai que le cas d'un centre de formation au français en contexte francophone, il est particulier. C'est vrai que nous, on pense plus immédiatement à l'Alliance française du Guatemala ou au Botswana ou à la Thaïlande ou ce genre d'endroit. Votre public, ce ne sera sans pas. Je ne sais pas. Est-ce que votre public est un public professionnel dont le français ne serait pas la langue maternelle? Alors, tout notre public, ce sont tous des étrangers, hein, des salariés ou des étudiants étrangers qui viennent en séjour linguistique pour une courte ou longue durée, ça peut être de 2 semaines ou 1 an. Alors, on a reçu déjà des lycées professionnels italiens, espagnols pour des séjours de classe, hein, avec des demandes justement de partenariat et de mise en relation avec des partenaires du domaine du tourisme et de l'hôtellerie sur Strasbourg, oui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui reste quand même à la marge puisqu'on est centre DFP, mais on a du mal à voilà, c'est compliqué de faire venir des groupes ou des individuels se former chez nous.
voilà, on a le même public que l'Alliance française de Saint-Malo ou que les AF en France, hein, puisqu'on est un centre labellisé FLE avec un public étudiants et salariés étrangers qui viennent chez nous. On a beaucoup d'Allemands, de Suisses. Donc, vous avez un public, vous avez des échanges déjà qui sont co-construits avec des partenaires qui vous envoient en fait un public. Oui, tout à fait. Par exemple, dans votre cas, en tant que, vous disiez donc le CIEL Strasbourg, est-ce que ça peut pas être le lien avec le monde professionnel en France et une offre en fait presque de diplôme, préparation à un diplôme avec une expérience dans le milieu professionnel français? C'est ce que vous faites déjà, des stages en entreprise ou de l'accompagnement au stage, ou de la préparation au stage en entreprise, l'intervention de professionnels qui peuvent aussi venir faire des témoignages dans le cadre de votre offre d'accueil de ces publics d'ailleurs. En fait, du mentorat. Oui, du mentorat. Oui, j'entrevois, mais ça, peut-être qu'effectivement, encore une fois, le responsable développement chargé des centres français pourra mieux répondre sur le contexte francophone par rapport. Et c'est encore Laetitia. Et encore Laetitia. Et c'est encore Laetitia, comme quelqu'un qui posait une question sur l'Italie, c'est encore Laetitia, l'Italie, décidément. Merci en tout cas. Avec plaisir. Alors, pas d'autres témoignages d'expérience justement sur ce développement des diplômes grâce à la stratégie que vous auriez menée? Je veux bien rajouter un petit témoignage. Oui, Thierry. En fait, nous, notre approche, elle est surtout axée, centrée sur la région Bretagne. En fait, c'est la première chose qui attire les touristes, c'est la région. Donc, mais la région, il faut en parler, quoi. Donc, on parle de la Bretagne dans son intégralité, de la beauté de ses paysages, de ce qu'on peut y manger, de ce qu'on peut y découvrir. Et l'offre de cours, elle vient après, en fait. On s'est aperçu que beaucoup de touristes étrangers viennent chez nous parce qu'ils ont entendu parler de Saint-Malo, ils ont entendu parler de la Bretagne, et ils viennent ensuite s'associer à ce projet de venir en Bretagne pour y prendre des cours. Et en fait, nous, sur nos réseaux sociaux, on ne vend pas du tout nos cours. On ne propose pas de cours de quoi que ce soit. On est tous concurrents d'une certaine manière les uns les autres, mais on fait tous à peu près la même chose. Donc, ce qui nous distingue, c'est l'attrait de la région. Ça, c'est très important. Voilà. On a en plus la chance d'avoir des gens qui sont très connus, comme Rollinger, qui est un grand cuisinier français. On a quand même des choses intéressantes à montrer. On fait des ateliers. Mais vendez la région. Vendez les atouts de la région, sa culture. Voilà, on est beau être en Bretagne. Nous, à Saint-Malo, on ne parle pas breton. Mais on donne des cours de breton s'il le faut. Voilà. Donc, mettez en avant la région. C'est très important. Je crois que c'est la première chose qui attire le touriste. Oui. Sachant que le public qu'on vise dans cette démarche de français du tourisme hôtelier et de la restauration est sans doute avant tout, mais c'est celui dont vous parliez tout à l'heure, un public de professionnels du tourisme. Là, vous parlez de capter un public de touristes non francophones grâce à l'attractivité de votre région. Oui. Ça me semble extrêmement pertinent comme stratégie, mais ce n'est pas le public qu'on vise a priori dans notre présentation d'aujourd'hui. On était plus sur le public que présentait le CIEL de Strasbourg, à savoir des futurs professionnels du tourisme non francophones. Mais c'est vrai qu'on peut développer sur l'idée que vous veniez de donner, Monsieur Coupé, cette idée que l'immersion d'une semaine ou plus dans cette région touristique qui la Bretagne, qui l'Alsace, etc., c'est un laboratoire en fait d'expérimentation in situ des compétences des compétences en français professionnel qu'on peut développer à travers une formation. Parfait. Tout à fait. Merci pour toutes ces précisions. Donc, pas d'autres témoignages, pas d'autres questions. Ah, si, j'ai une petite. Oh. Alors, beaucoup de. Pas une question, mais plutôt une remarque de la part de
Madame ou Ben Dacha. Hier, il était annoncé aux informations que la principale organisation professionnelle de l'hôtellerie avait rappelé au gouvernement la difficulté à recruter du personnel dans ce secteur. Ceci afin que l'administration prenne ce fait en considération la politique migratoire. Il se peut donc qu'à moyen terme, un besoin de formation se fasse sentir pour ces publics des employés du tourisme et de la restauration. Tout à fait, et c'est ce qu'on mentionnait effectivement, ce besoin de formation de futurs professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, et qui reste en fait un public émergent justement de la part de centres qui, on voit vraiment se développer dans beaucoup soit des partenariats donc d'instituts français ou d'alliances françaises vers des établissements d'enseignement supérieur pour proposer un complément de formation à leurs étudiants, enfin aux étudiants de ces établissements universitaires à visée professionnalisante, soit directement des universités qui développent le français du tourisme, hôtellerie, restauration directement dans leur offre auprès de leur public. Donc, il y a vraiment ce besoin émergent et la compétence plurilingue est très importante. Et ce qui est intéressant aussi de noter, on parle vraiment de tourisme francophone. On est sur des personnes aussi qui développent ce secteur, ces segments de marché pour rentrer dans la francophonie économique dans leur zone géographique. Quand je parlais de la Corée du Sud, c'est vraiment ce cas-là, c'était intégrer la francophonie économique de la zone Asie-Pacifique, par exemple. Voilà. Oui. Oui, si le tourisme et la restauration est un secteur dit en tension et qui a l'intégration de publics, pas de publics, de professionnels dont le français n'est pas nécessairement la langue maternelle, alors effectivement, il en découle assez nécessairement un besoin de formation en français professionnel lié aux différents métiers qui intéressent le secteur. Et là, il y a probablement, dans le contexte de la France ou des pays qui partagent ce genre de situation, des opportunités de formation pour des centres de formation en français, langue étrangère, en français professionnel. Parfait, merci. Merci pour toutes ces précisions. J'ai vu, Thierry, à un moment, vous avez levé la main, puis rebaissé. Quelque chose à rajouter? Non, en fait, je voulais parler tout simplement des métiers en tension, qui effectivement, nous, on est confrontés à ça. On a pas mal de restaurateurs qui viennent vers nous demander est-ce que vous avez dans vos publics des personnes qui cherchent du travail, etc. C'est très compliqué. On a même eu un restaurant qui n'a pas pu ouvrir son restaurant l'année dernière, qui démarrait, tout simplement parce qu'il n'avait pas le personnel qu'il fallait. Il ne trouvait pas aussi bien de français que de non-français. Donc, c'est une vraie problématique. Et alors, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que dans les prochaines semaines ou mois, est-ce qu'il est prévu par l'État, par le gouvernement, que les professionnels, quel que soit leur métier, quel que soit leur secteur d'activité, soient obligés de permettre à des étrangers de faire une formation pour atteindre un certain niveau. C'est une vraie problématique parce que bon, ils les embauchent comme ça avec très peu de niveau et puis ils se disent bon, maintenant il se débrouille, il va apprendre sur le tas, entre guillemets, et effectivement là on sort complètement du champ de la formation. Donc c'est tout ce qui coûte pas cher pour un restaurateur ou un hôtelier, ça prévaut quand même, il ne faut pas l'oublier. Là, oui, il faudra rester à l'écoute des évolutions. Ouais, ça évolue, et donc il faut être à l'affût des changements. Et là aussi, peut-être les fédérations de centres de langue, les différents canaux d'information qui concernent les établissements de FLE de France et d'ailleurs peuvent être sans doute sont sans doute des relais d'information importants dans ce contexte politique mouvant. Merci Thierry, merci François pour ces remarques. Alors j'ai une petite question sur une éventuelle mise en place de formation à distance pour aider les enseignants à enseigner et à préparer
les candidats au diplôme de français professionnel. Donc, je pense que nous reviendrons vers vous pour l'Alliance française de Nairobi. Voilà, parce que c'est un cas plus particulier. Très bien. Vous avez déjà des éléments de formation en autonomie sur le site du Français des Affaires et notamment l'essentiel du professionnel qui peut-être peut vous apporter déjà de nombreux éléments. Voilà. Sans compter toutes les ressources que nous avons pour préparer au diplôme de français professionnel. Mais restons focalisés. Là, aujourd'hui, on termine là, mais la focalisation aujourd'hui, elle est bien sur le développement, sur la stratégie, marketing, analyse du marché, etc. On n'est pas encore où on n'a pas abordé de manière spécifique, et c'était absolument délibéré, les aspects franchement pédagogiques et didactiques. Tout à fait. Qui sont ceux qui sont abordés dans l'essentiel du français professionnel dont tu parlais, Anne. Oh, peut-être reviendrons-nous avec de nouveaux sujets pour nos prochains rendez-vous du Français des Affaires. Alors écoutez, voilà déjà plus d'1 heure que nous sommes ensemble. J'espère que cette présentation vous a plu, très dense, hein, très, très complète, faite par Sophie et François, que vous ne manquerez pas de revoir dès que je vous adresserai le lien de rediffusion. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et nous nous reverrons sans doute bientôt pour de nouveaux rendez-vous du Français des Affaires. Les prochains seront plus axés pour les centres qui sont déjà agréés pour les diplômes de français professionnels et pour le test d'évaluation de français. On parlera bientôt de la sortie du nouveau TEF-IRN adaptatif et un peu plus tard, sans doute, des fraudes qui peuvent avoir lieu, menées soit par les candidats, soit quelquefois dans les centres. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite à tous un bon appétit si vous êtes à l'heure de Paris ou de Saint-Malo. Et puis, une bonne journée, une bonne continuation. Et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux rendez-vous du Français des Affaires. En tout cas, merci à vous de votre présence. À bientôt. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.